sur ce webinaire de restitution de l'étude énergétique, économique et environnementale du transport routier à horizon 2040. Moi, je suis Noémie Vichon, je suis chef de projet européen chez Cara. Et je vais vous présenter un peu le projet dans le cadre duquel ce webinaire a lieu. Et puis ensuite, je passerai la parole à Joris Melgar, chef de projet analyse environnementale des technologies du transport à l'IFPEN, qui se présentera. Et puis ensuite, on aura une petite session de questions-réponses. On est en petit comité aujourd'hui, donc vraiment, n'hésitez pas à participer, à donner vos avis, poser vos questions. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle eBoost, qui est porté par Cara. Je pense que j'ai pas besoin de présenter Cara parce que on est entre adhérents. Donc, mais si jamais donc Cara, c'est le cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes dédié aux mobilités. Et donc qui pilote un projet européen qui s'appelle eBoost, qui vise à soutenir les PME européennes du secteur de l'électromobilité via une gamme de services et avec comme objectif de renforcer la résilience, la transition écologique et numérique et l'internationalisation. C'est un projet qui se termine à la fin de ce mois. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours et je vais vous inviter à participer au prochain événement eBoost. Derrière eBoost, il n'y a pas que Cara, il y a 6 clusters dédiés aux mobilités et au transport. Un cluster italien du rail, un cluster automobile espagnol et un cluster auto néerlandais, et puis un cluster logistique allemand et un polonais. Et donc, pour les prochaines opportunités, bon, c'est sûrement un petit peu tard, mais la semaine prochaine, on organise notre événement final en Espagne, à Saragosse. Et c'est un événement dédié au B2B, donc vraiment à des rencontres entre entreprises du secteur de l'électromobilité. Mais il y aura également une conférence finale avec tous les résultats du projet. Et en fait, on a une petite enveloppe de 1 500 € qu'on peut donner enfin, il faut être une PME pour être éligible. Mais voilà, pour se déplacer sur l'événement. Sinon, un événement qui peut peut-être un peu plus vous intéresser, c'est le Business Forum international qui aura lieu en ligne les 26 et 27 mai. Là, pour le coup, l'objectif, c'est de créer des opportunités de coopération entre les entreprises aux US, au Canada, en Turquie et nos entreprises européennes. Les centres de recherche sont les bienvenus. Je sais que vous êtes quelques-uns à être connectés aujourd'hui. Et il y aura également des webinaires sur la stratégie d'internationalisation dans ces pays ciblés. Je vous transmettrai les slides. Il y a le lien d'inscription sur ma slide, si vous êtes intéressé. Le lendemain, on organise encore une autre session de matchmaking, pour le coup, par secteur. Donc le matin, 28 matin, secteur de la logistique, et le 28 après-midi pour le secteur auto. On n'a pas encore la page d'inscription, mais il faudra nous suivre sur nos réseaux pour recevoir les infos. Ensuite, une autre opportunité dont j'aimerais vous parler, on a, dans le cadre du projet, rédigé une méthode pour en fait créer son plan de continuité d'activité. On s'est rendu compte que de nombreuses PME, notamment, n'avaient pas structuré une gestion des risques. Et donc, on a créé une méthode. Donc, si vous êtes intéressé par cette méthode, écrivez-moi et on pourra vous transmettre la trame qui vous permettra de construire votre propre plan de continuité d'activité.
Enfin, le prochain webinaire de ce type aura lieu la semaine, c'est ce vendredi, le 16? Oui, de 15 à 16. Et ça porte sur les EDIH et comment est-ce qu'ils peuvent soutenir les entreprises, euh, enfin vos projets, quoi. Et je crois que c'est tout. Ouais, exactement. Suivez-nous sur LinkedIn. Et puis maintenant, je vais passer la parole, pardon, à Joris Melgar de l'IFPEN. Merci Noémie. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Je vais partager mon écran et ma présentation. Vous devez voir en plein écran normalement. Oui, C'est tout à bien le fait. cas? Ouais, Oui. parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis Joris Melgar, je suis chef de projet sur les analyses environnementales des technologies du transport à l'IFP Énergie Nouvelle. Très rapidement, qu'est-ce que l'IFP Énergie Nouvelle? Je pense que vous le connaissez. C'est un centre de recherche qui traite des thématiques des hydrocarbures, du climat, de l'environnement et de la mobilité durable. Je fais partie de la direction mobilité et système. On est 150 ingénieurs, chercheurs qui travaillons sur les technologies du transport avec des moyens d'essai, moteurs, véhicules, batteries, piles à combustible, avec 2 sites, un sur Rueil-Malmaison dans lequel je suis et un autre à Solès près de Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette étude EKT 2040 qui a été menée et cofinancée par l'ADEME. C'est un projet collaboratif. Donc EKT pour études économiques, énergétiques, environnementales du secteur du transport pour l'horizon 2040. C'est une étude qui a commencé en 2019 et qui s'est achevée en 2022, donc maintenant elle date un peu. Le rapport final est disponible gratuitement sur la librairie de l'ADEME, le rapport complet. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter cette étude. Je ne vais pas trop m'attarder finalement sur les résultats parce que, comme je viens de le dire, l'étude date un peu. Beaucoup de choses changent d'un point de vue géopolitique. Cette étude, elle a été faite avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant, bien sûr, l'élection de Trump. Enfin, beaucoup de choses changent et beaucoup de résultats bruts sont plus forcément d'actualité. Mais pour autant, la méthodologie utilisée nous paraît pertinente à prolonger, enfin à présenter, à renforcer, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, au travers quand même de quelques résultats et le fait de balayer aussi les différents lots de cette étude 4T. Euh, un tout petit peu de contexte sur le secteur du transport, que vous devez sûrement connaître, mais donc en France, un tiers des émissions nationales des gaz à effet de serre proviennent du secteur du transport et dans toutes ces émissions, la quasi-totalité proviennent du transport routier. En 2023, ces émissions s'élevaient à 119 millions de tonnes. C'est de CO2 équivalent. Donc c'est un secteur qui a du mal à se décarboner par rapport aux autres secteurs tels que l'industrie. On le voit finalement avec ces 119 millions, on arrive tout juste à se rapprocher des émissions qu'on avait en 1990, d'après ce graphe que je vous présente et qui provient du CITEPA. On a eu un pic au début des années 2000, on tend à diminuer, mais finalement, on est loin de l'objectif imposé, enfin fixé par la Commission européenne et que souhaite respecter la France, qui est de réduire de 55% les émissions de CO2 de ce secteur en 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. On voit qu'il ne reste que finalement 5 ans pour faire un effort colossal sur ces émissions. Et c'est donc pour comprendre cette difficulté qu'on a à décarboner le secteur du transport que l'ADEME et l'IFP Énergie Nouvelle ont lancé cette étude donc en 2019. Un projet donc qui vise à évaluer sous plusieurs critères cette décarbonation, donc différents lots. On commence par une analyse énergétique qui va alimenter le reste des lots, donc une analyse économique et une analyse environnementale, et puis un dernier lot qui va faire la synthèse de ces différentes entrées au travers d'un modèle de parc
2040 de la France qui permettrait d'évaluer finalement différents leviers pour décarboner un parc roulant français 2040. Et donc, je vais vous présenter ces différents lots au fur et à mesure. Et je vais commencer donc par le premier lot, donc la comparaison énergétique des solutions de propulsion. Dans ce premier lot, on s'est appuyé donc sur la simulation système pour faire la modélisation de plusieurs centaines de véhicules qui couvrent différents types d'applications qui vont du deux roues jusqu'au poids lourd en passant par du véhicule léger, du véhicule utilitaire, différentes gammes aussi de véhicules légers. Différentes architectures d'un point de vue technologique, du conventionnel jusqu'à la pile à combustible en passant par différents niveaux d'électrification des véhicules, dont l'hybride rechargeable. Les différents vecteurs énergétiques qui en découlent, hein, donc l'électricité, l'hydrogène et les carburants. On a fait des simulations sur différents types de roulage, urbain, extra-urbain, homologation, autoroute. Et donc, c'est le cœur de l'étude, hein, sur deux horizons temporels, sur 2020 et sur 2040. Et en sortie finalement de ce lot 1, ce qu'on obtient, c'est le dimensionnement de tous ces véhicules pour 2020 et pour 2040. Alors quand je dis 2020, ça paraît daté, mais c'est plutôt pour situer l'horizon actuel, hein, qu'on avait au moment de l'étude. Et en sortie, donc, on obtient des consommations énergétiques qui sont toutes ramenées en kilowattheure par 100 km et des émissions de polluants locaux pour notamment la phase environnementale, le lot 3 que je vais vous présenter, qui s'appuie sur ces polluants locaux. Et donc, pour effectuer ces modélisations et pour construire ces véhicules 2020 et 2040, on a fait toute une série d'hypothèses sur les densités énergétiques, sur les rendements des différents composants de ces architectures que je listais précédemment. Des hypothèses aussi sur les caractéristiques des véhicules, d'un point de vue masse, d'un point de vue évolution du SCX, des coefficients de roulement. On a fait ces hypothèses pour fixer des véhicules représentatifs en 2020 et on les a projetés à horizon 2040. Et toutes ces hypothèses sont présentes notamment dans le rapport que je présentais et qui est accessible, que je présentais au début de la présentation. Donc ces projections nous ont permis de construire des véhicules de base pour 2020, des véhicules pour 2040, et la simulation système nous a permis de lancer tous ces calculs énergétiques pour tous ces véhicules, donc plusieurs centaines, de façon à avoir aussi une évaluation homogène de tous ces véhicules, que ce soit en 2020 ou en 2040, et quelles que soient aussi les architectures. Donc, comme je le disais précédemment, en sortie de ce lot 1, on a, en plus de ces consommations, aussi quand même des dimensionnements sur lesquels vont s'appuyer les analyses les analyses économiques et environnementales des différents lots suivants, donc en particulier le lot 2 et le lot 3. On va faire un petit zoom sur la simulation système pour vous présenter finalement le cœur de calcul, hein, avec un exemple qui serait du coup un véhicule pile à combustible. Ici, ce que vous avez à droite, c'est un sketch de SimCenter MSim, qui est un logiciel commercialisé par Siemens et auquel IFP Énergie Nouvelle contribue en développant une partie des bibliothèques, notamment pour le transport. Ce qu'on retrouve ici, c'est donc la modélisation d'un véhicule pile à combustible avec les caractéristiques du véhicule en haut à droite. On retrouve la chaîne de propulsion avec la machine électrique, l'électronique de puissance, la batterie en bas, la pile à combustible. Et au cœur du modèle, du sketch, un gestionnaire d'énergie qui fait le choix entre les différentes sources qui peuvent être hydrogène ou électricité. Et tous ces modèles, donc là on prend un exemple sur le véhicule pile à combustible, mais tous ces modèles, on les a recalés, notamment pour l'horizon actuel 2020, par rapport à des résultats de la littérature, mais aussi des résultats internes FPEN collectés sur banc véhicule ou banc moteur. Et donc ça nous a permis de caler l'ensemble de nos véhicules sur 2020 et ensuite sur 2040 d'extrapoler les différentes évolutions sur les hypothèses que j'ai citées précédemment pour obtenir ces consommations projetées à horizon 2040. Et donc tout ça sur, je le répète, plusieurs architectures de véhicules, mais aussi plusieurs catégories de véhicules qui vont du deux roues jusqu'au poids lourd. En termes de sortie, donc je parlais de consommation énergétique.
En voici une illustration. Donc là, pour un segment C, on peut venir représenter l'ensemble des consommations des véhicules en kilowattheure par 5 km et les classer par cycle sur lesquels ces consommations ont été évaluées. Ces cycles sont rangés finalement par ordre de vitesse moyenne. Et on se rend bien compte du coup de l'intérêt de l'électrification, notamment sur les cycles urbains à faible vitesse moyenne. Plus en fait, enfin, les véhicules là sont finalement classés naturellement par niveau d'électrification. Plus on électrifie un véhicule, moins on consomme. L'ordre de grandeur, pour ce segment C, c'est de l'ordre d'un peu moins de 20 kWh par 5 km. Donc c'est 2 fois moins que les véhicules qui détiennent un moteur à combustion interne. Et entre les deux gammes, on retrouve en vert ici le véhicule pile à combustible, qui présente une bonne efficacité, mais qui se dégrade à haute vitesse, puisque le rendement de la PAC se dégrade lorsqu'on approche de sa puissance max. Donc je le disais, on retrouve l'intérêt de l'électrification à basse vitesse, donc notamment par rapport à un véhicule conventionnel. On peut gagner de l'ordre de 40% sur cycle urbain du fait d'une hybridation. Et ce gain, ça nous nuise, hein, et on converge sur autoroute en termes de consommation entre un véhicule conventionnel et un véhicule hybride. Voilà l'exemple, enfin, un type de représentation qu'on retrouve aussi dans le rapport, hein, sur les différentes consommations qui ont été évaluées pour tous les véhicules. Donc une partie des conclusions là sur ce lot 1, je les ai déjà mentionnées. Donc l'intérêt de la simulation système pour générer l'ensemble de ces centaines de résultats de consommation, mais aussi de polluants. Et puis l'intérêt aussi de les projeter jusqu'à 2040 grâce à l'introduction d'hypothèses qui nous permettent aussi de constater qu'on obtiendrait environ, encore à horizon 2040, une réduction d'au moins 30% des consommations, notamment pour les véhicules électriques, et ce, notamment du fait de l'amélioration de l'efficacité, enfin de la densité énergétique des batteries qui permettent de diminuer aussi la masse de batterie embarquée et donc la masse du véhicule. Donc c'est pas tout, hein, on ne peut pas à ce stade s'arrêter à cette analyse énergétique, hein. Elle sert surtout à alimenter les lots suivants que je vais présenter, en particulier donc le lot numéro 2 sur lequel je vais passer rapidement, qui est le lot économique. Cette analyse économique, elle a été faite au travers d'un calcul d'un coût total de possession des véhicules, donc le TCO en anglais, qui est donc la somme de l'investissement, donc le CAPEX, plus les coûts actualisés, l'OPEX ramené par kilométrage actualisé. Dans ce CAPEX, on va retrouver l'achat, l'aide à l'achat, la revente. Et dans l'OPEX, le cœur, hein, le nerf de la guerre, c'est l'évolution des coûts des énergies pour les différents vecteurs énergétiques de l'étude, hein, du périmètre de l'étude, qui vont, je le disais tout à l'heure, de l'électricité à l'hydrogène en passant par les différents carburants, mais aussi quelques biocarburants. Donc tout ça projeté selon des sources de la littérature, des données internes IFEN, en particulier sur l'électricité, on s'appuie sur les différents scénarios RTE. Mais tout ça nécessite, on le comprend bien, une actualisation quasi quotidienne, hein, notamment en fonction de ce qu'on voit dans l'actualité. Et comme je le disais, l'étude avait débuté avant le Covid. Après le Covid, une bonne partie des coûts utilisés avaient déjà fortement fluctué. Et puis derrière, il y a eu la crise en Europe du fait de la guerre en Ukraine, et donc des coûts sur le gaz qui ont énormément fluctué. Donc voilà, on comprend l'intérêt, notamment sur ces approches économiques pour le transport, d'actualiser constamment ces différentes évaluations et de sortir d'un cadre qui serait uniquement en rapport figé dans le marbre, paru à une certaine date et qui deviendrait obsolète au bout de quelques temps. Et c'est ce sur quoi on travaille. J'y reviendrai en fin de présentation à l'IFPEN. À ce moment, en sortie d'études de 4T, ce qu'on observait, c'était notamment l'intérêt dès l'horizon actuel des solutions électriques avec batterie modérée,
on voyait que le BEV, donc pour le véhicule tout électrique, était déjà compétitif. Mais lorsqu'on imaginait des batteries à forte autonomie, on pouvait fortement gréver le CAPEX. Et à horizon 2040, ce qu'on voit, c'est que finalement ces coûts entre les différentes technologies qu'on compare ici pour le segment C convergent à peu près. Mais la technologie pile à combustible reste toujours sur le véhicule léger pas intéressant et non compétitif, même à horizon 2040, en projetant des coûts de l'hydrogène assez faibles, en dessous des 10 euros du kilogramme. Donc voici une partie des conclusions là, que vous pouvez retrouver aussi dans le rapport, mais bon, comme je le disais, beaucoup de choses ont fluctué. Il y a quand même quelques enseignements qui étaient intéressants en sortie d'études de 4T, notamment le seuil critique des 100 euros par kilowattheure qui semble maintenant atteint, malgré une fluctuation encore en cours, hein, mais dernièrement, le coût des batteries, notamment NMC, a chuté du fait de l'augmentation de l'intérêt pour les technologies LFP en Asie. Pour ce qui est de l'hydrogène, ce qu'on évaluait à l'époque de 4T, c'était du coup un intérêt de la pile à combustible aussi sur les véhicules poids lourds, mais à partir d'un certain seuil qui doit être enfin très 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 bas, hein, en dessous des 5 euros du kilogramme. Et on le voit à l'heure actuelle, hein, on en est très 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 loin. Et puis sur le gaz, bon, ça a énormément fluctué en sortie de crise en Ukraine. Et puis maintenant, où on voit que le coût du gaz est redevenu très très bas, une solution qui est très pertinente en termes de TCO, notamment pour tout ce qui est applications lourdes comme les bus. C'est ce qu'on montre dans l'étude. Je passe au lot numéro 3, qui est donc l'analyse cycle de vie des véhicules, donc le lot finalement analyse environnementale. On s'appuie sur la méthodologie de l'analyse cycle de vie qui est normée, qui est une méthode qui permet de faire une évaluation multicritère des impacts potentiels sur l'environnement du système qui est le véhicule au travers de différents flux. On le voit ici sur le graphe à droite, on prend en compte le flux horizontal qui est la production et l'exploitation du vecteur énergétique, sa consommation au sein du véhicule, et puis l'axe vertical qui est le cycle de vie des composants, avec également la notion de fin de vie. Cette analyse va s'appuyer également sur beaucoup de données, beaucoup d'hypothèses, pour la plupart contenues dans des bases de données sous licence, enfin celle qui a été utilisée dans l'étude est EcoInvent. Et ce sur quoi il faut faire attention, c'est notamment toutes les hypothèses qui sont liées aux composants de la chaîne de propulsion, donc notamment la batterie, mais aussi les éléments pour la pile à combustible, tels que le stack, mais aussi le réservoir pour le stockage de l'hydrogène qui est en fibre de carbone et qui peut avoir un impact significatif lors de sa production en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, la production, je le disais, la production et l'utilisation des vecteurs énergétiques. Voilà, toutes ces différentes hypothèses sont prises en compte. On a quelques valeurs à droite, comme ordre de grandeur, donc le 5 kg de CO2 par kilowattheure de batterie, qui est un ordre de grandeur qui est voué quand même à chuter du fait notamment de rapatriement d'une partie de la production en Europe des batteries, aussi de l'amélioration du mix, enfin de l'intensité carbone des mix électriques utilisés en Asie, mais aussi du coup en Europe. Et puis on le voit en bas, quelques hypothèses en lien avec la pile à combustible et les réservoirs en fibre de carbone qui sont à prendre en compte et à ne pas rater, car ils ont une part importante dans l'impact environnemental de ces technologies. En termes de résultats, voici une illustration avec tout en haut à gauche une photo, enfin une comparaison sur l'horizon actuel, donc 2020, des émissions de gaz à effet de serre, donc avec les différentes contributions. En bleu, la partie châssis, en rose, la partie batterie, en gris foncé, l'aspect
carburant, mais du puits jusqu'au réservoir, et en gris plus clair, la consommation, enfin les émissions liées à la consommation du carburant à l'échappement. Et puis en vert, on voit la part de l'électricité avec une sensibilité sur un mix européen qui avait été utilisé à l'époque de l'étude. Ce qu'on voit, c'est que les solutions électrifiées sont les plus intéressantes par rapport à ces différents vecteurs énergétiques qu'on voit ici pour des motorisations thermiques. La solution qui sort qui est la plus intéressante, c'est la solution plug-in hybride. Lorsqu'on considère un cycle d'homologation, puisqu'on a une bonne pondération, une bonne utilisation de la part d'électricité avec des fréquences de recharge qui sont correctes. Et on aboutit, du fait du dimensionnement du véhicule avec une petite batterie et un roulage majoritairement électrique, à un impact global du véhicule qui est relativement faible, notamment quand on considère un mix électrique français. Et à horizon 2040, ce qu'on observe, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre, du fait de l'introduction des différentes hypothèses que je listais précédemment dans la partie analyse énergétique, va permettre de réduire ces différentes émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 30% encore. Et la hiérarchie est relativement respectée. Et ce qu'on voit en orange notamment, c'est ce que je décrivais, hein, c'est vraiment la contribution notamment du réservoir en fibre de carbone sur les émissions ici en orange. Là, ce que je présentais, c'était donc des résultats gaz à effet de serre, mais l'intérêt de l'analyse cycle de vie, c'est de pouvoir sortir d'autres indicateurs d'impact qui sont toujours en cours de consolidation d'un point de vue donné au sein de la communauté des acévistes, mais qui sont toujours quand même intéressants à regarder, notamment en termes de comparaison d'ordre de grandeur. Donc là, on en a cité 4, il me semble qu'il y en a un peu plus dans le rapport EKT. On a l'utilisation des ressources abiotiques, on a l'eutrophisation, l'acidification et la création d'ozone. Et lorsqu'on compare les mêmes technologies, on se rend compte que les conclusions qui paraissaient avantageuses en termes de gaz à effet de serre pour les architectures électriques, finalement, le sont beaucoup moins. Toutes ces architectures électrifiées, du fait notamment de la batterie et de l'utilisation d'un mix électrique, se retrouvent être avec un fort impact environnemental sur ces différents indicateurs. Alors ça s'explique par l'utilisation des ressources, notamment le platine pour les piles à combustible, enfin l'extraction et les différents procédés pour les différents matériaux qu'on retrouve dans une batterie. Voilà, et même aussi l'impact qu'on peut avoir aussi lié à l'utilisation d'un mix électrique. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de l'analyse cycle de vie, c'est de regarder d'autres indicateurs d'impact. C'est la principale problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est la réduction des gaz à effet de serre, hein, c'est ce que je présentais en introduction et dans le contexte. Mais il ne faudrait pas qu'on aboutisse aussi à un transfert d'impact qui viendrait déplacer le problème. Et c'est ce sur quoi je pense aussi que la communauté des acévistes est vigilante, notamment pour agréger les impacts, en tout cas mettre au même niveau les différents indicateurs d'impact qui peuvent sortir d'une année cycle de vie. On se rend compte à ce stade qu'on a énormément de résultats qui sont extrêmement variables. Donc je parlais du coup de la limite d'un rapport, notamment pour ce type d'études, où si on n'est pas en phase avec une hypothèse, eh bien, on va avoir tendance à refermer le rapport. On tend, et c'est ce qui avait été fait en fin d'études de 4T, à aller vers une digitalisation des résultats et donc au développement de tableaux de bord dynamiques qui permettent de porter l'ensemble des résultats d'une étude, mais aussi permettre à l'utilisateur de se faire ses propres scénarios, ses propres choix pour voir l'impact de ces différentes hypothèses sur les résultats, qu'elles soient économiques, environnementaux ou énergétiques. On en a développé quelques-uns dans la foulée de 4T avec des partenaires tels que le Concaway. Et ces différents tableaux de bord, vous pouvez les retrouver sur ce lien qui regroupe les études publiques effectuées par IFP Énergie Nouvelle depuis l'étude de 4T. Et je pense notamment à Verdir ma flotte, qui est un tableau de bord qui permet aussi de regarder
à l'échelle de professionnels, d'une flotte de véhicules, comment décarboner et comment renouveler ces différents véhicules d'un point de vue environnemental et économique. Je ne l'ai pas cité ici, mais enfin, en tout cas, vous pouvez retrouver ce lien Verdir ma flotte au sein de ce lien et de cette page qui s'appelle la foire aux questions de la décarbonation transport. Et c'est porté par IFP Énergie Nouvelle. Et pour conclure, je vais passer également sur le dernier lot de cette étude de 4T qui visait à mettre en place un modèle de parc. Donc, ce modèle de parc, c'est un modèle économétrique de demande de transport qui permet donc de regarder les dynamiques de marché, de regarder les leviers aussi de politique publique qui soient surtout économiques, et de regarder comment ça influe donc les ventes, les stocks de véhicules, et donc derrière, en conséquence, les émissions d'un parc de véhicules dont la composition évoluerait au fil du temps jusqu'à horizon 2040-2050. Et donc on voit à peu près ici les mécanismes de ce modèle. Ce qu'il permet de faire en termes de scénario, c'est justement enfin, ce qu'on a mis en place dans l'étude de KT, on a regroupé des scénarios contextuels qu'on retrouve à gauche là en bleu, qui sont des hypothèses euh, de prix, mais aussi de politique. Mais la partie politique, on va la retrouver plutôt à droite dans des scénarios justement de politique publique. Et ces combinaisons de scénarios contextuels et politiques nous permettent d'aboutir à un arbre des scénarios. On en a retenu 40, enfin 40 branches dans cet arbre de scénarios, et dont la branche la plus extrême, ici le scénario C8, serait le plus propice justement à l'électromobilité. Donc un scénario dans lequel on aurait une prime à la casse, un aide à l'achat, l'aide à l'achat pour les véhicules électriques, une taxe carbone, des taxes aussi spécifiques sur les carburants pétroliers. Voilà, on a pu décliner euh, ces différents scénarios entre un extrême euh, pour l'électrique et un autre extrême justement pour le tout thermique. Et ensuite, on peut, au travers de ce modèle économétrique, évaluer l'influence de ces scénarios sur les ventes et sur les stocks de véhicules. C'est ce qu'on voit ici avec donc la représentation de ce scénario C8 qui, comme je le disais, est le plus en phase avec un développement des véhicules tout électriques. On a retenu en cours d'étude l'apparition de la proposition d'interdiction des véhicules, de la vente de véhicules thermiques à horizon 2035. Donc c'est le scénario qui s'appelle C8 avec interdiction. Et on voit l'effet, finalement, comme je le disais, de ces politiques publiques et de ces leviers sur les ventes et sur les stocks, et sur, derrière, du coup, les émissions de CO2. À ce stade, on est sur les émissions de CO2 à l'échappement. On ne regarde pas forcément l'analyse cycle de vie à ce stade-ci, puisque ce n'est pas ce qui est encore vraiment bien regardé par les décideurs publics. Mais c'est aussi des choses qu'on pourrait implémenter dans ce genre de modèle pour regarder aussi, d'un point de vue CO2 équivalent, l'émergence, par exemple, de véhicules tout électriques, quel pourrait aussi avoir l'impact de leur production en termes d'émissions de CO2. Donc là, ce qu'on regarde, c'est donc bien du CO2 à l'échappement. Et ce qu'on voit, c'est finalement par rapport à cet objectif de moins 55% d'émissions en 2030 par rapport aux émissions de 1990, qu'on en est assez loin, même avec ce scénario le plus propice aux véhicules tout électriques et l'interdiction des véhicules tout thermiques, enfin de leur vente en 2035, qui a un impact, mais qui ne permet toujours pas de respecter cette cible. C'était les conclusions première de cette étude de KT 2040, et une illustration aussi du potentiel de ce type de modèle qui, lorsqu'on couple toutes les approches que je présentais juste avant, donc l'analyse énergétique qui permet de faire le dimensionnement des véhicules, d'établir leur consommation de véhicules, avec aussi donc l'aspect économique et environnemental au travers de l'analyse cycle de vie, nous permet d'avoir quand même une plateforme assez complète pour évaluer des politiques publiques de décarbonation du secteur du transport. Et c'est ma conclusion, c'est finalement que E4T, c'était vraiment les bases
de cette méthodologie d'analyse multicritère pour bien comprendre les enjeux de la décarbonation du secteur du transport. Et c'est ce sur quoi on œuvre à l'IFP Énergie Nouvelle, notamment cette année, reprendre cette méthodologie, de renforcer donc le couplage entre ces différents modèles qu'on a développés et qui nécessitent aussi une mise à jour, je le disais, notamment pour les aspects économiques, une mise à jour constante, donc une certaine souplesse pour éviter d'avoir à relancer à chaque fois l'ensemble de la machine. Il faut que ça puisse tourner vite, que ce soit bien couplé et, euh, et bien dynamique. Et aussi, j'ai évoqué cette importance aussi de digitaliser ces résultats pour aussi rendre ces résultats vivants et permettre à l'utilisateur de s'approprier les résultats et de créer ses propres scénarios de comparaison. Donc, c'est ce sur quoi on œuvre depuis ces travaux menés avec l'ADEME dans le cadre de l'étude EKT 2040. Et justement, maintenant, cette plateforme s'appelle donc au sein de l'IFPMN Planète Eco, donc Planète pour plateforme d'analyse environnementale du transport, qui est donc bien le couplage entre cette analyse énergétique, économique, analyse cycle de vie, le modèle de parc que je viens de vous présenter, et qu'on peut aussi coupler avec des modèles de besoins, enfin, oui, des modèles qui vont nous permettre d'évaluer le besoin en énergie et en infrastructure lié à un déploiement d'une technologie au sein un parc de véhicules. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et pour ce survol de l'étude de KT 2040. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très clair. Et donc, si je comprends bien, pas de nouvelles études à proprement parler ou avec un nouvel horizon, mais simplement une, enfin, le modèle qui est mis de façon dynamique pour pouvoir chacun faire ses propres modélisations. C'est ça, Euh, on a pour, oui, on a pour ambition effectivement de rendre cette plateforme en partie publique et elle se développe au fur et à mesure des collaborations qu'on a avec des partenaires, que ce soit des décideurs publics, mais aussi des industriels, des gestionnaires de flotte qui se posent des questions. On a par exemple appliqué cette méthodologie avec Voies navigables de France pour tenter de trouver justement des scénarios de décarbonation de la flotte fluviale française. On développe aussi cette méthode, mais surtout les tableaux de bord au travers de notre collaboration avec le Concawe. Vous pouvez aussi avoir accès gratuitement à des tableaux de bord qui permettent de comparer des véhicules pour du poids lourd et aussi un focus sur les plug-in hybrides et l'intérêt de la recharge. Enfin, voilà, on, on- on- on développe cette méthodologie au travers d'études à façon et on vise, une fois qu'elle sera bien mature et que l'ensemble de ces plateformes sera bien couplé et mis à jour, à essayer aussi d'en faire un outil pour le grand public et pour les décideurs publics. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Encore une fois, on est un petit comité, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole, à vous présenter. Ne soyez pas timide. Peut-être une question de mon côté. Donc, au niveau des résultats, vous disiez en début de présentation que du fait notamment des crises sanitaires et géopolitiques, ils sont plus vraiment d'actualité. Mais est-ce que on voit quand même que les tendances donc, en 2025 correspondent à peu près à ce que vous aviez prévu ou est-ce qu'on est vraiment... En tout cas, sur les comparaisons des technologies entre elles d'un point de vue environnemental ou énergétique, enfin, les conclusions de l'étude, elles sont toujours d'actualité. Les hypothèses évoluent constamment, notamment sur l'aspect environnemental. Les bases de données que j'évoquais, sur lesquelles on s'appuie, qui sont sous licence, telles que EcoInvent, évoluent chaque année. On voit des impacts, des évolutions sur les résultats, mais les tendances en termes de comparaison sont toujours respectées. C'est effectivement sur l'aspect économique que beaucoup de choses ont évolué. Et ce qu'on a cherché à faire ressortir dans le rapport EKT à l'époque, c'était vraiment certaines tendances, certains enseignements clés sur des seuils de passage ou d'intérêt de certaines technologies. Ceux-là aussi sont respectés, mais c'est clair que l'ensemble des résultats bruts,
lorsqu'on va les regarder dans le détail, ils sont plus forcément effectivement d'actualité. En 3 ans, il y a beaucoup de choses se sont passées et effectivement, c'est, comme je disais, des choses qui nécessitent d'être, constamment mises à jour. Absolument. Toujours pas de J'ai questions? j'ai Vas-y. peut-être juste une toute petite question. Parmi les impacts qui sont regardés par l'analyse de cycle de vie, tu as parlé de l'ozone. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cet impact? Alors pas tant que ça. Ce qu'on regarde, si je regarde l'unité fonctionnelle, enfin l'unité, ouais, effectivement, c'est une unité ramenée dans une molécule qui est, le principal contributeur de la formation d'ozone. Donc finalement, tout est ramené dans un équivalent, comme on peut le faire dans le CO2. Pour Ok, regarder les gaz à effet de serre, on le ramène dans cette unité que je ne saurais pas détailler car je ne suis pas spécialiste. Mais finalement, effectivement, on regarde le processus de formation de l'ozone au travers de facteurs d'émission qui sont ramenés dans cette unité-là. ok, ça marche. Et c'est le même principe, hein, finalement, pour les différents indicateurs d'impact, où, par exemple, pour la consommation en ressources abiotiques, on ramène tout dans un équivalent qui est du coup l'antimoine équivalent. Ce qui permet donc de comparer finalement cette consommation en ressources euh, de toutes les technologies entre elles, c'est-à-dire en ramenant un équivalent, par exemple lithium, et toutes les molécules et toutes les ressources dont on a besoin dans un véhicule électrifié dans cet équivalent antimoine. Ok, merci, je regarderai. Merci beaucoup, Joris. Bon, et s'il y a pas d'autres questions de la part, des participants, eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure. C'est maintenant ou jamais. OK, très bien. Ouais, vraiment, c'était vraiment très clair et puis on peut retrouver donc, l'étude, sur, le site de l'ADEME, c'est ça? Oui, pour ce qui est du rapport et pour ce qui est des tableaux de bord que j'évoquais, vous pouvez les retrouver sur ce lien. Très bien et puis, est-ce qu'on pourra envoyer, les slides, aux participants? Oui, bien sûr. Très bien, parfait et bah, dans ce cas, bah, je vous remercie, à tous d'avoir, participé et puis, à Joris Melgar, en particulier pour cette présentation et bah, je vous souhaite, une bonne journée. Merci, Merci. bonne journée. Merci et bonne Au journée à revoir. tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci bien.